Jusqu'à maintenant, on avait créé des shaders, j'avais appelé ça des shaders de couleur, qui s'appuyaient sur un matériel d'un objet. On va voir que on peut créer des shaders qui incorporent, si j'ose dire, le matériel à leur programme. Pour ça, on va prendre un exemple très simple. On va essayer de faire une espèce de gobelet en verre. Voilà. Donc, déjà, on va modéliser un petit peu le gobelet assez rapidement. On va aller dans le panneau 3D. On a mis le curseur au centre. On fait Shift A, Mesh, Cylinder. Voilà. On regarde à peu près le cylinder. On va le remonter d'un cran. Voilà. Hop. Voilà. À peu près. On va se rapprocher un petit peu, et puis bon, il est un peu cubique, enfin cylindrique. On va évaser légèrement son haut pour donner l'impression du verre, hein, du gobelet plus exactement. Faut pas qu'on va avoir l'ambiguïté du mot là. Bon, alors on va passer en mode edit. On va aller sur la face qui est là. On va faire un léger scale, un peu trop là. Voilà. Un petit, voilà. Voilà, on a notre scale. On va afficher notre repère comme on a l'habitude. On revient en mode objet. Voilà. Et on va essayer de diminuer l'effet facette qui est là en faisant W au clavier, Shade Smooth. Voilà, ça efface un petit peu l'effet facette. Bon, ici, on va se mettre en mode rendu. On va vérifier qu'on est bien en cycle avec Open Shading Language. Et on va commencer. Alors, comment faire cette chose-là? Eh bien, on va faire intervenir un phénomène qui est celui de la lumière. Alors, pour bien comprendre un petit peu le phénomène physique de la lumière, j'ai fait un petit schéma, voilà, relativement simple, qui explique, hein, on a l'habitude des rayons qui sont issus de la caméra, hein, c'est une source lumineuse, ça va être notre source lumineuse, qui se propage en ligne droite, comme ceci, et qui vont rencontrer du verre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez sur le dessin, il y en a une partie qui est réfléchie, hein, c'est l'effet miroir, et une autre partie qui est déviée à l'intérieur de la matière du verre. Hein. C'est l'effet de réfraction. C'est aussi ce que vous voyez quand vous mettez une paille dans un verre d'eau, on a l'impression qu'elle est cassée. Voilà. Donc, ne pas oublier deux effets, réfraction et réflexion. Alors ça va être important pour la suite parce que OSL simule bien ce qui se passe dans la physique. Alors, pour faire donc ce shader, on va commencer à travailler comme d'habitude. On va faire New, on va appeler ça vert. Oui, par exemple, vert 01. Ne pas oublier toujours l'OSL. Et puis, on va voir si nos... oui, ils sont bien marqués, nos interrupteurs sont bien marqués. Donc, on va commencer la rédaction de notre script. Donc, shader vert, hein, pas trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un vert, ça a une couleur, hein, c'est teinté. Donc on va mettre color, ça sera réglable par l'utilisateur, c'est pour ça que je le mets dans les paramètres, couleur, et puis je vais mettre du blanc par exemple, égal, c'est le plus neutre, color, 1,1,1, voilà, virgule. Voilà, maintenant, il me faut, alors vous avez vu qu'il y a un phénomène très spécifique qui est propre, là je ramène mon petit dessin, qui est propre à la matière que la lumière pénètre, c'est cet effet de réfraction. Alors les physiciens ont mesuré ça d'une manière très précise et ont fait intervenir des coefficients qui quantifient cette déviation, c'est-à-dire en gros le rapport entre l'angle incident et l'angle réfracté.
on ne rentre pas dans les détails de cette physique, qui n'est pas très compliquée, mais bon, qui pourrait perdre certains. Non, nous, simplement, on sait qu'il y a un indice de réfraction. Dans l'air, la lumière se propage avec un indice de réfraction de 1. Et par contre, dès qu'on rentre dans une matière, il y a un indice qui est différent de 1. Alors ici, par exemple, pour le verre, eh bien, c'est un 6. Pour le diamant, je crois que c'est 2. Voilà, enfin, de mes souvenirs. Alors, on va donc faire intervenir ce fameux indice. On va appeler ça float. Et on va l'appeler IR, indice de réfraction, égale 1.6. Voilà, virgule. Ensuite, on va avoir besoin, mais ça c'est une habitude que j'ai prise, c'est de régler la quantité de réflexion. Parce que des fois, Blender fait des simulations tellement fortes que ça en devient artificiel. Donc on va faire un facteur float aussi, qui est float, si j'écris des bêtises ça va pas marcher, float égale quantité de reflet égale, je vais le mettre à, moi je le mets par habitude à 0,2, mais on pourra le régler, l'utilisateur pourra le régler comme il veut. Ensuite, eh bien, on va avoir justement nos fameuses sorties directes sur le matériel output, c'est-à-dire ne plus passer par un matériel comme diffuse BFS. Et bien pour ça, on va faire appel à ce qu'on appelle des closures. Donc output closure, hein, ça s'appelle comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça. Alors, ça va être une couleur, hein, color, et je vais l'appeler result. J'ai pas l'habitude de prendre ce nom-là. Hein, et je n'oublie pas de l'initialiser, et surtout, j'oublie pas la parenthèse. Hein. N'oubliez pas de mettre ces parenthèses, j'aurais dû le mettre dès le début pour vous habituer à bien avoir le couple de parenthèses. Alors maintenant, on va travailler dans le corps du programme. Alors je vous rappelle, c'est une accolade ouverte, une accolade fermée. On les met tout de suite, comme ça on n'oubliera pas. Et on va donc voir comment OSL gère ce double effet de réflexion et de réfraction. Hein, eh bien, il va exactement faire ce que fait la physique, c'est-à-dire, il va dire, il y a une closure que je vais appeler color reflet, qui va être calculée par une fonction mathématique de OSL, qui s'appelle bien sûr réflexion, et qui dépend du paramètre n, qui est la perpendiculaire au point de contact. Hein, je vous montre un petit peu sur le dessin. Hein, n, c'est cette droite qui est perpendiculaire au point d'impact ici. Hein, c'est elle qui mesure en particulier l'angle d'incidence comme ceci et l'angle de réflexion l'autre sens. Bon. Alors, on continue. Donc, point virgule. Et j'ai oublié d'ailleurs quelque chose. Point virgule, si je mets pas mon curseur et que je clique pas dedans, il n'en veut pas, voilà. Et ensuite, je vais avoir la partie réfraction, hein, closure, color, refract, égale, et ben ça va être une fonction qui s'appelle réfraction, qui elle va dépendre effectivement aussi de la normale, mais en plus de la matière, IR, hein, l'indice de réfraction dépend de la matière à l'intérieur de laquelle la lumière se propage. Et puis, puisque c'est une propriété un peu interne à la matière, eh bien, on va faire agir la couleur, hein, et on va dire couleur multiplie l'effet de réfraction. Hein, c'est comme ça qu'on combine un effet matériel et un effet de couleur. Voilà. Alors maintenant, comment combiner ces deux choses-là pour avoir notre réalisme du verre? Alors, c'est très simple, on va faire intervenir notre facteur, ici, QT reflet.
Alors pour ça, on pourrait directement utiliser Qt reflet rentré par l'utilisateur. Mais le problème, c'est que l'utilisateur, il peut taper n'importe quoi. Or, nous, ce que l'on veut, c'est un facteur très spécifique qui permette de conserver l'énergie. Alors, je vais m'expliquer. Je vais appeler tout de suite la formule que vous avez déjà rencontrée qui me donnera résulte. Je vais dire, si j'ai un certain facteur de mélange, que j'appelle par exemple MEL, eh bien, il faut que j'ai les deux effets qui se combinent de telle manière à ce que si j'ai 20% de réflexion, j'ai 80% de réfraction, et si j'ai 30% de réflexion, j'ai 70%. C'est-à-dire que la somme des deux coefficients doit être égale à 1. Pour ça, je vais faire ce facteur MEL, je vais l'appeler mélange, pourquoi pas mélange proprement, je vais l'appeler ici mélange, et je vais dire float, mélange. Alors il ne va pas recevoir directement Qt reflet, parce que je voudrais qu'il soit borné entre 0 et 1, c'est ce que je vous expliquais, c'est conservation, c'est plus facile à calculer déjà, et en plus c'est la conservation de l'énergie. Alors pour ça j'ai une fonction qui est clamp qui borne, si j'ose dire, Qt reflet, enfin du moins la valeur reçue de Qt reflet, pas directement Qt reflet, parce que Qt reflet peut prendre toutes les valeurs, mais ça va borner la valeur renvoyée entre, entre 0, pardon, je vais y arriver, 0 et 1. Voilà. Alors je vous rappelle l'idée, c'est que Qt reflet est une valeur quelconque qui est rentrée par l'utilisateur. Moi je veux qu'elle soit entre 0 et 1 parce que c'est plus facile pour calculer après. Sinon j'ai pas de référence. Et donc pour ça j'utilise cette facteur clamp qui transmet la valeur de Qt reflet entre 0 et 1 à mélange. Et à ce moment-là, je peux écrire la formule proprement. Mélange multiplie reflet, vous allez reconnaître quelque chose qu'on a déjà utilisé dans les couleurs, plus 1 moins mélange, alors j'espère que ça vous rappelle des souvenirs, étoile, réfracte, point virgule. Alors vous voyez, mes deux coefficients, en gros, leur somme étant égale à 1, si j'ai 0,3 de reflet, eh bien je vais avoir 0,7 de réfract. Et alors c'est une loi qui conserve, on dit, conserve l'énergie, ça évite de surajouter de la lumière là où il n'y en a pas qui a été reçue, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de complètement artificiel qui émette de la lumière alors que il ne devrait pas. Voilà, je mange mes blancs, j'aime pas trop qu'il y ait trop de blanc. Voilà. Alors maintenant on va voir si on a fait des erreurs de syntaxe. On va faire apparaître ce qu'on faisait dans le temps un petit peu. Et puis on va en supprimer une partie, vous allez voir. Alors je sélectionne mon objet, je fais New, je n'ai plus besoin de matériel. Je fais X, donc là vous voyez il est noir, il n'y a plus de matériel dessus. Et je vais directement utiliser mon script. Shift A. Script, hop, voilà. Et je vais aller chercher mon vert. Alors là, moment de vérité. A priori, j'ai pas fait d'erreur. Et là, vous voyez que la sortie, dans les autres cas, elle était jaune, puisque c'était une couleur. Si je regarde les sorties couleurs, par exemple, sortie gamma, par exemple, vous voyez, j'ai une sortie couleur, elle est jaune, d'accord, tandis que là, j'ai une sortie verte. Verte, c'est une couleur de shader. Donc, je vais pouvoir dire, voilà, je vais pouvoir mettre ma sortie directement sur ma surface. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a un effet, bon, c'est pas très évident, on va le rendre évident dans quelques instants, un effet vert. Alors pour le rendre évident, je vais ajouter tout simplement Shift A, un plane. Je vais mettre d'abord Shift S, le curseur au centre. Je vais faire Shift A, je vais ajouter un plane, Scale,
Voilà, et vous voyez, hein, au travers du gobelet en verre, la forme déformée du plan. D'accord? Voilà, on a à peu près notre shader en verre. C'est notre premier shader de verre. Voilà. Donc nous en étions là avec notre shader de verre. Et alors là maintenant on va s'intéresser à quelque chose d'un petit peu plus délicat à comprendre. C'est pardon. On va essayer de déformer le passage de la lumière à l'intérieur du verre. Alors, il faut comprendre que je ne vais pas toucher à la géométrie. Hein. En mode edit, je pourrais aller bidouiller la géométrie pour déformer le verre. Là, non. Là, le gobelet. Non, là, je vais déformer la manière dont se propage la lumière à l'intérieur du shader, c'est-à-dire du verre. D'accord? Donc, voilà, ça c'est très important à comprendre, la différence entre les deux. Hein. Donc pour ça, je vais faire intervenir un phénomène assez simple. Je fais un petit dessin. Voilà. En gros, si je prends la source rouge, voilà le comportement, disons, habituel de la lumière. Hein. Vous avez des rayons qui partent de la source, hein, par exemple ici de la caméra, comme on l'a déjà vu, et qui sont renvoyés par rapport à la normale. Alors on dit que l'angle que fait disons le rayon qui arrive, le rayon incident, hein, ça s'appelle, l'angle que fait le rayon incident avec la normale est le même que celui qui repart. Hein. Les normales étant je vous rappelle, hein, les vecteurs qui sont perpendiculaires au point P d'impact. Hein. Donc voilà à peu près le comportement habituel de la lumière. On renvoie dans des directions régulières qui ressemblent en quelque sorte à une rotation près à la surface de l'objet. Supposons qu'un petit lutin s'amuse à jouer avec ses normales et les désoriente à chaque fois, hein, comme le montre ici la source, ce qui se passe dans la source verte bébé. Hein. Les vraies normales, ce sont les normales en pointillés. Ici, les vecteurs qui sont perpendiculaires donc localement au point P. Et les vecteurs bleus, ce sont les normales truquées, c'est-à-dire le lutin a pris et a transformé ce petit vecteur pointillé en un vecteur bleu. Et à chaque fois, la lumière est renvoyée selon la règle incidence et réflexion. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les rayons sont renvoyés un peu d'une manière très désordonnée, et ça va simuler d'un point de vue lumineux une déformation de l'objet. L'objet ne sera pas déformé, mais ça sera le renvoi de la lumière qui va être déformé. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un bruit. Un bruit, ça va être quelque chose qui est vectoriel, hein, qui est créé par la machine, et qui envoie des vecteurs, si vous voulez, qui calculent des vecteurs dans différentes directions. Hein, voilà, par exemple, ici, voilà ce que fait un bruit. Il va calculer selon chaque point, hein, qui va être donné, un vecteur qui va être différent à chaque fois et qui va partir dans tous les sens. D'accord? Ça s'appelle un bruit. D'accord? Et ça, il y a des fonctions, la fonction noise dans Blender crée des bruits. Alors, on va voir un petit peu comment on peut utiliser ça d'une manière un peu plus précise. Alors, le travail va consister à interpréter notre programme qui est ici en truquant ce fameux vecteur n qui est le vecteur normal. Bon, alors on va faire les choses proprement.
on va décrocher ici notre ancien vert, on va le garder en réserve, on verra qu'on pourra comparer avec le nouveau qu'on va faire, le déformant si j'ose dire. On va faire la même chose pour le programme, on va faire copie, on va créer nouveau, on va faire paste et on va l'appeler tout de suite vert déforme 01 et surtout bien sûr .osl. Voilà. Alors, on va modifier un petit peu donc les choses, c'est-à-dire qu'ici, on va déjà récupérer notre vrai vecteur n. Lui, on ne peut pas y toucher, hein, la machine nous le donne comme ça, mais si on le met dans une variable, on va pouvoir bidouiller sur la variable. Hein. Donc, on va faire vecteur normal égale n, d'accord? Bon, ça, on récupère notre vecteur normal, et puis on va créer notre vecteur bruit. Alors pour ça, il y a une fonction mathématique que donne OSL. Donc, vecteur bruit, on va l'appeler, égale, alors cette fonction s'appelle noise, c'est pas très compliqué à se rappeler, noise, parenthèse, et alors là, il y a un certain nombre de paramètres, bon, je vous donnerai les références de la notice, on va mettre le bruit qui nous intéresse, alors le bruit il a un nom, ils ont tous des noms, hein. Perlin, c'est un bruit qui est compris entre 0 et 1, alors ça a un avantage 0 et 1, c'est que ça renvoie, voilà, bon, par rapport au dessin que je vous ai fait là, vous voyez par exemple un bruit qui est compris entre -1 et 1. Donc là, il renvoie les vecteurs peuvent être tournés vers l'intérieur. Nous, il faut que ça reparte vers l'extérieur. Donc c'est entre 0 et 1, pas entre ici, -1 et 1. Voilà. Alors, donc je continue, Perlin, et puis je vais mettre derrière mon point P, où s'applique le bruit de telle manière à pouvoir le faire varier en fonction de la position du point B. Hein, c'est une manière aléatoire d'aller chercher des vecteurs. Voilà. Point virgule. Alors maintenant que j'ai mon bruit, eh ben, il faut que je le recompose avec l'ancienne valeur. Donc je vais dire mon vecteur normal, je veux qu'il soit une composition du bruit et de mon ancien vecteur, c'est-à-dire ce qui contenait le vecteur n. Hein, je ne touche pas au vecteur n, je passe par l'intermédiaire de ma variable. Et voilà, je fais point virgule, et là, je vais remplacer, bien sûr, dans les deux fonctions réflexion et réfraction, par normal et normal. Ici. Alors, si tout se passe bien, théoriquement, je vais avoir Shift A, je fais script, voilà, je vais ici introduire mon vecteur des formes. Ah, j'ai pas d'erreur, j'ai de la chance, voilà, et je vais pouvoir l'injecter. Alors, je vais faire un petit peu de suspense, parce que avant d'injecter, il faudrait quelque chose qui me donne un peu plus d'éléments de comparaison de la lumière qui traverse. Hein. Je vais donc mettre sur mon plan une texture, une texture à damier, qui me permet de visualiser un peu mieux ce qui se passe. Donc pour ça, je vous rappelle, hein, là c'est pas très compliqué à faire. On crée un nouvel, on retire le diffuse, on crée un matériau, on va mettre une texture sur le plan, donc Shift A, on va mettre notre diffuse BSDF traditionnel, pas trop compliqué, je fais N, hein, là je fais pour le décor, hein. Pourquoi j'ai fait ça? Ça c'est pas très bon, ça, hein, ce que j'ai fait là. Si je change mon nom de shader, c'est pas très bon, donc je l'avais appelé vert déforme 01.osl. Ça c'est les erreurs de manip.
Voilà, diffuse, donc diffuse je le remets là, je vous rappelle, je cherche à mettre une texture sur mon plan, il faut que je l'unwrap, donc je sélectionne mon plan, je passe en mode edit, je fais U, unwrap, bon je vais assez vite parce que c'est des choses que vous devez un petit peu connaître. Voilà, je repasse en mode objet, et là je vais chercher Shift A, une image texture, et je vais décidément, pas de chance. Escape. J'ai pas pris la bonne chose. Shift A. Texture. Image texture. Voilà. Open. Je vais aller chercher dans mes fichiers. Volume. Data. Temporaire. Je dois avoir un échiquier quelque part. Voilà. Alors, on va le faire apparaître en mettant ici la couleur. Voilà, on a notre chéquier. Voilà, on va pouvoir revenir ici et on va, je vous rappelle, hein, si je remets l'ancien vert pour que vous voyez hein, ce que ça donne avec le chéquier, si je mets là, vous voyez, on voit bien le chéquier. Hein, vous voyez par exemple ici c'est bien orthogonal. Bon, c'est un peu déformé sur les bords, mais on voit bien que ici on voit le chéquier. Bon. L'échiquier, pas le chéquier. Voilà. Alors maintenant, si je mets mon vert déforme, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va voir tout de suite. Hein. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est complètement tordu. Hein. C'est très visible lorsqu'on met les deux l'un à côté de l'autre. Hein. Vous voyez, ça c'est le vert normal. Et ça, c'est le vert déformé. Hein. Ça, il faut bien comprendre cette histoire de bruit qui vient se composer avec la normale et donc qui va donner des vecteurs, des nouveaux vecteurs normales hein, qui sont différents. Alors, pour terminer, j'aimerais bien insister sur deux points. Le premier, c'est d'abord, ça m'a un petit peu gêné au début. Regardez, ici, je travaille sur le point P, mais je ne dis pas passer au suivant, ou parcourir, le point P doit parcourir l'objet. Rien de... Tout se passe comme si je décrivais mon shader simplement en un point P. Or, en réalité, je balaye l'ensemble de l'objet. Et bien ça vient du fait que ce shader, ce programme, est pris dans une boucle perpétuelle, une boucle infinie, on peut dire, de Blender, qui justement balaye, si j'ose dire, en permanence l'objet. Par exemple, ici, le point P va changer sur tous les éléments du calcul du shading. Voilà, hein, ça il faut penser que ce programme, si je le fais comme on a l'impression que c'est purement local en un point, en réalité il est pris dans une boucle infinie qui tourne en permanence. Hein, c'est la boucle de Blender. Bon, hein, ça c'est l'avantage de cette manière de concevoir les choses. Ça c'était le premier point. Le deuxième point que je voulais vous montrer, c'est une manière aussi... Bon, ça va nous servir à voir un petit peu, à visualiser d'un point de vue d'une couleur, le bruit. Hein. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est la manière dont on fait une sortie auxiliaire. Alors ici, par exemple, je voudrais faire une sortie auxiliaire qui me montre mon bruit, c'est-à-dire la manière dont il calcule, sous forme de couleur, hein, simplement. Donc, je vais rajouter ici, tout simplement, output color auxiliaire égale 0. Alors évitons le piège, hein, j'ai bien une virgule donc c'est bien, et là je vais dire je vais visualiser en couleur mon bruit, si j'ose dire, ça fait un peu bizarre mais c'est comme ça. Auxiliaire reçoit
Alors, je pourrais me dire, ah bah il suffit que je mette mon bruit et ça suffit, il y a trois composants, ça va donner automatiquement une couleur. Eh ben non, il faut transformer ce vecteur sous forme d'une couleur. Donc je vais dire color, et puis je vais mettre à l'intérieur, je vais reconstituer à partir des composants la couleur. Donc color, bruit, de crochet 0, crochet, virgule, hein, puis je vais faire du copier-coller, ici, hop, voilà, copie, paste, ah, j'en ai mangé un bout, bruit, hein, voilà, et virgule, contre, paste, encore manger un bruit, 2. Voilà. Et je vais fermer ma parenthèse et ne pas oublier, bien sûr, mon point-virgule. Alors, on essaie, donc vous voyez, j'ai deux sorties, une sortie closure, hein, et une sortie ordinaire comme on l'avait dans le temps sous forme de couleur. Donc théoriquement, ça va vous montrer justement la différence entre la couleur verte des sorties closure qui s'applique directement et la partie bruit qui se met sur justement une sortie couleur. Alors on va voir, on va faire un essai, on va voir, boum, ça semble correct. Alors là, si je prends ça par contre et que je fais ça, regardez, ça m'a donné les couleurs de mon de mon bruit, si j'ose dire. J'ai transformé mon bruit en couleur. Alors c'est assez intéressant, ça permet de comprendre un petit peu comment il fait mon bruit. Et là, je peux remettre la vraie déformation de mon verre. Voilà.